Le vent soufflait doucement dans les rues désertes de la ville, emportant avec lui des murmures lointains comme des échos d'un monde que l'on croyait s'oublier. C'était une de ces soirées où l'air semblait chargé d'une étrange magie et où l'on se sentait, sans raison, guidé par un désir inexplicable de s'aventurer plus loin. C'est ainsi que, sans vraiment comprendre pourquoi, je me retrouvais devant les portes d'un théâtre. L'enseigne était faiblement éclairée, et l'on pouvait à peine distinguer le nom gravé sur le bois, le théâtre des rôles oubliés. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit, mais quelque chose m'appelait. Peut-être était-ce cette lumière tamisée qui fuyait des fenêtres, ou cette sensation, subtile mais persistante, que quelque chose d'important se cachait derrière ces murs. En poussant les portes, une chaleur étrange m'envahit, et l'odeur de vieux tissus et de poussière m'accompagna. L'intérieur était à la fois vaste et intime, avec des rangées de sièges qui semblaient avoir été laissés là depuis des décennies. Le silence était profond, presque sacré, et tout autour de moi, des affiches de spectacles passés ornaient les murs. Mais ce qui attira immédiatement mon attention fut la scène. Immobile, comme suspendue dans le temps, elle semblait prête à accueillir un spectacle qui n'aurait jamais de fin. L'atmosphère était étrange, chargée de mystère, comme si ce théâtre n'était pas un simple lieu de divertissement, mais un espace où des âmes errantes pouvaient enfin trouver un moyen de s'exprimer. Un homme s'approcha de moi, vêtu d'un costume noir usé, son visage marqué par les années. Il souriait d'un sourire que je ne pouvais déchiffrer, comme si le théâtre lui-même l'avait modelé. « Vous êtes ici pour découvrir ce qui ne peut être vu ailleurs », dit-il d'une voix profonde, presque hypnotique. Ici, les rôles ne sont pas simplement joués, ils sont vécus. Chaque acteur incarne une vie oubliée, un rôle qui n'a jamais eu l'occasion d'exister. Je le regardais, à la fois fasciné et inquiet. Un rôle qui n'a jamais existé, répétais-je, essayant de comprendre. Comment est-ce possible? Il hocha lentement la tête. Ce théâtre accueille des âmes de tous les temps. Elles viennent de différentes époques, de mondes différents, mais chacune d'elles joue la vie qu'elle n'a pas vécue, celle qu'elle a laissée derrière. Peut-être même que certaines d'entre elles sont là pour vivre la vie que vous n'avez pas eue. Je me figeais. Ces mots, bien que mystérieux, résonnaient en moi. Il y avait quelque chose de familier dans cette idée, comme un appel lointain, une invitation à explorer les recoins oubliés de l'histoire humaine. Je n'avais jamais cru en de telles choses, mais ce lieu, cette atmosphère, il y avait quelque chose d'indescriptible qui me poussait à m'y engager. Le théâtre, avec ses lumières tamisées et ses rideaux de velours, semblait être un lieu où les frontières du temps et de l'espace se dissolvaient. Les acteurs qui s'y produisaient n'étaient pas simplement des artistes, ils incarnaient des vies, des rêves et des histoires qui, autrement, auraient été effacées à jamais par l'oubli du temps. Chaque performance semblait être plus qu'un simple jeu. C'était une réincarnation, un souffle de vie donné à des existences que l'on n'avait pas le temps de vivre. « Suivez-moi », dit l'homme, son sourire s'élargissant. Il me conduisit à un siège au premier rang, là où la scène, maintenant plongée dans l'obscurité, attendait d'être illuminée. « Laissez-vous porter par les rôles oubliés », ajouta-t-il. « Laissez ces vies non vécues vous guider. » Je m'assis, le cœur battant légèrement plus vite. Le théâtre des rôles oubliés commençait à prendre forme devant moi, et je me demandais ce qui allait se jouer ici. Était-ce vraiment un lieu où l'on pouvait revivre des vies disparues, ou était-ce simplement un mirage, une illusion créée pour apaiser ceux qui cherchent des réponses là où il n'y en a pas? La lumière s'éteignit lentement, et le silence se fit encore plus lourd. Ce qui allait se passer maintenant, je n'en savais rien. Mais une chose était certaine. Le voyage dans ce théâtre
ne serait pas simplement une expérience comme les autres. Il allait me mener là où les frontières du temps et de la réalité se confondent. Dans ce théâtre, les rôles ne sont pas simplement joués. Ils sont vécus comme des vies oubliées, des vies qui n'ont jamais eu la chance de voir le jour. La lumière dans le théâtre s'adoucit lentement et la scène s'éclaira d'un éclat étrange, presque surnaturel. La première performance allait commencer. J'étais captivé, immobile, mes yeux rivés sur la scène qui semblait prête à révéler un secret longtemps gardé. Une voix, douce mais claire, se fit entendre, résonnant dans l'obscurité. Mesdames et messieurs, bienvenue au Théâtre des rôles oubliés. Ce soir, nous jouerons les vies de ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre leurs rêves, de ceux qui ont été effacés de l'histoire. Laissez vos pensées s'égarer, laissez-vous transporter dans un autre temps, une autre réalité. L'écho de ces mots se dissipa dans l'air lourd de l'espace. Les rideaux se soulevèrent lentement et la première scène se déploya devant mes yeux. C'était un décor simple, presque minimaliste. Une pièce faiblement éclairée d'un vieux manoir, son parquet brillant d'une lumière douce. Un personnage apparut sur scène, une jeune femme, vêtue d'une robe d'un autre siècle. Son regard était intense, presque mélancolique, et sa présence emplissait la pièce de quelque chose de profond, d'indéfinissable. Elle s'avança lentement, son regard se perdant dans le vide, comme si elle s'adressait à une personne absente. « Je m'appelle Isabelle », dit-elle, sa voix tremblante. « Je suis née dans un monde où les femmes n'ont pas de voix, où les rêves sont des luxes réservés à ceux qui ont les moyens de les poursuivre. Mais j'ai rêvé. J'ai rêvé de liberté, de pouvoir choisir mon propre chemin. Pourtant, la vie a été plus forte que mes rêves. » Elle s'arrêta et tourna son regard vers l'audience, comme si elle sentait la présence des spectateurs, un instant en suspens avant de poursuivre. J'ai vécu dans l'ombre de ce que je voulais être, et aujourd'hui, je suis ici pour vivre la vie que je n'ai pas eue. Peut-être, à travers ce rôle, vais-je enfin découvrir qui j'aurais pu être. Peut-être suis-je déjà morte, et ce théâtre est tout ce qui me reste. Le silence était total. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient en moi d'une manière étrange, comme un appel muet, une invitation à me connecter à cette vie oubliée. Comment pouvait-elle incarner une personne qui n'avait jamais existé? Comment une telle performance pouvait-elle être aussi vraie, aussi poignante? Je réalisais alors que ce théâtre n'était pas seulement un lieu de spectacle. Il était un lieu où des fragments de vie passés, oubliés ou ignorés, étaient vécus à nouveau. Ces rôles n'étaient pas de simples fictions. Ils étaient des vies non vécues, des rêves brisés qui cherchaient à exister dans un espace hors du temps. Le personnage d'Isabelle continua son monologue, ses mots se remplissant d'une douleur douce, amère. Je ne pouvais pas fuir le monde qui m'entourait. Mais ici, dans ce théâtre, je suis libre. Je suis enfin celle que je rêvais de devenir. Peut-être que tout cela n'est qu'un mirage. Peut-être que ces vies ne sont que des ombres de ce qui aurait pu être. Mais pour un instant, je suis vivante. Pour un instant, je choisis mon rôle. La lumière se tamisa encore et Isabelle s'effaça lentement dans les ombres, disparaissant du regard du public. Un silence lourd envahit la pièce. Puis, comme si tout avait été orchestré, un autre personnage fit son apparition. Un homme d'un autre temps, vêtu d'une tunique sombre, les yeux plongés dans une nostalgie silencieuse, il se tourna vers le public, sa voix profonde résonnant dans la salle. « Je m'appelle Henri, j'étais un soldat, un homme destiné à mener des batailles que je n'ai jamais comprises. J'ai été sacrifié.
sans jamais avoir eu l'occasion de choisir ma propre guerre. Aujourd'hui, je suis ici pour revivre cette vie qui m'a été volée. Je suis ici pour incarner ce que j'ai perdu. Il se mit à marcher lentement sur scène, ses pas mesurés, chaque mouvement semblant faire écho à l'histoire qu'il racontait. Il s'arrêta, regardant autour de lui avec une intensité profonde. J'ai combattu pour des causes que je ne croyais pas. J'ai tué, j'ai été tué, mais je n'ai jamais eu le temps de comprendre pourquoi. Dans ce théâtre, peut-être que je vais comprendre. Peut-être que je vais comprendre ce qui m'a poussé à tout sacrifier pour des idéaux qui n'étaient pas les miens. Le personnage d'Henri était chargé de souffrance, son regard empli de l'intensité de tout ce qu'il avait perdu et qu'il n'avait jamais eu la chance de retrouver. La scène semblait vibrer de l'émotion brute qui émanait de lui, de son rôle et de la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait eu l'opportunité de vivre autrement. Le rideau tomba silencieusement, marquant la fin de la première performance. Je restais là, figé dans mon siège, mes pensées tourbillonnant autour de ce que je venais de voir. Ces vies, ces rôles joués, étaient-elles réelles? Étaient-elles des souvenirs enfouis ou des vies créées dans l'espoir de pouvoir enfin exister? Et ces acteurs, ces âmes perdues, avaient-elles vraiment trouvé une voie vers la rédemption en incarnant ce qui aurait pu être? Le théâtre des rôles oubliés ne m'avait pas seulement montré un spectacle. Il m'avait montré des vies, des possibilités infinies d'existence qui, à un moment donné, avaient été stoppées net. Mais dans ce théâtre, ces vies prenaient forme à nouveau, offrant à chacun, acteur comme spectateur, la chance de vivre ce qui n'a jamais été vécu. Le rideau s'était abaissé, mais le silence pesant de la salle me laissa perplexe, comme si le temps lui-même avait suspendu son vol. Je pouvais encore entendre les échos des paroles des acteurs, leurs voix résonnant dans ma tête, et, bizarrement, je n'étais plus certain d'être dans ce théâtre ou dans un rêve éveillé. Les vies qui venaient d'être jouées, ces vies non vécues, continuaient de se dessiner dans mon esprit, chacune plus réelle que la précédente. Un faible murmure s'éleva dans la salle, et la lumière se tamisa lentement. L'atmosphère changea, devenant plus dense, plus intime, presque irréelle. J'avais l'impression que quelque chose allait se passer, que la frontière entre le public et la scène allait se dissoudre, que j'allais moi aussi être attiré dans ce monde étrange. Et, soudain, les lumières se rallumèrent. Mais cette fois, l'accent était mis sur une autre scène. Un long couloir défile devant mes yeux, sombre, rempli de portes anciennes. Le temps semblait se déformer sous mes yeux, comme si le présent et le passé s'entremêlaient dans une danse fluide et inexplicable. Un acteur, vêtu d'un costume d'un autre siècle, apparut sur la scène. Il marchait lentement, avec une démarche empreinte de gravité. Son regard était intense, pénétrant comme s'il cherchait à comprendre quelque chose que lui-même n'arrivait pas à saisir. Je reconnais alors cet acteur. C'était un personnage du passé, un homme des années 1800, un inventeur oublié dont l'histoire n'avait jamais trouvé sa place dans les livres. Il s'arrêta, regardant fixement devant lui, puis commença à parler, sa voix grave résonnant dans l'espace silencieux. « Je m'appelle Charles. J'ai passé ma vie à chercher l'invention qui changerait le monde. Mais le temps, la guerre et les intérêts des puissants ont fait de moi un inconnu. J'ai passé mes journées à dessiner des inventions, à rêver d'une époque où mes idées pourraient exister. Mais j'ai échoué. On m'a effacé de l'histoire. Et maintenant, ici, je me tiens sur cette scène, à jouer ma propre vie dans ce théâtre qui révèle les vies non vécues. Je le regardais attentivement, observant la profonde tristesse qui se lisait dans ses yeux. Il n'était pas là simplement pour incarner un rôle. Il incarnait une existence oubliée,
Une âme qui n'avait pas eu la chance de voir ses idées se réaliser. Son personnage semblait emprisonné dans une époque révolue. Un homme coincé dans un passé qu'il ne pouvait changer, mais qui pourtant ne cessait de hanter son âme. Les idées sont immortelles, dit-il soudainement, comme si ces mots étaient aussi bien une déclaration qu'un cri du cœur. Mais les hommes, eux, sont bien trop souvent oubliés. J'ai conçu des machines qui auraient changé le monde, mais personne n'a voulu les voir. Et aujourd'hui, tout cela n'est qu'une ombre dans les livres poussiéreux des archives. Je réalisais alors que ce personnage, Charles, n'était pas seulement un rôle sur scène. Il incarnait cette vie non vécue, cet homme dont le génie avait été englouti par l'indifférence du temps. Son monologue, puissant et émouvant, me fit réfléchir profondément. Combien d'autres comme lui avaient existé? Des hommes et des femmes dont les idées et les rêves avaient été étouffés, oubliés dans les marges de l'histoire. Combien de vies avaient été effacées avant même d'avoir eu l'occasion de se faire connaître? Et alors que ces mots résonnaient encore dans la salle, une autre porte s'ouvrit. Un autre acteur entra, mais cette fois, il portait des vêtements modernes, des habits d'un autre temps. Son regard était également lointain, plongé dans une époque que je n'arrivais pas à identifier. Il s'avança doucement, comme s'il avait tout le temps du monde. Il ne s'agissait pas simplement d'un acteur jouant un rôle. Il incarnait un autre fragment de la réalité, une autre vie jamais vécue. « Je m'appelle Thomas », dit-il d'une voix calme, « et je suis un homme qui a toujours voulu tout abandonner pour partir à l'aventure. Mais le destin m'a retenu. J'ai vécu une vie ordinaire, dans une ville ordinaire, mais ce n'était pas celle que j'avais choisie. J'ai toujours rêvé de parcourir le monde, de découvrir ce que la vie avait à offrir, mais à chaque fois, quelque chose me retenait. Et aujourd'hui, dans ce théâtre, je vis la vie que je n'ai jamais eue. Chaque scène, chaque mot que je prononce, c'est l'aventure que j'ai négligée. Une mélancolie douce envahit la scène, et je compris alors que, comme les autres, ce personnage vivait une vie qu'il n'avait pas eu la chance de vivre, une existence remplie de promesses non tenues. Cette rencontre avec un autre rôle oublié faisait écho à la première performance, celle d'Isabelle et de Henri, des personnages qui avaient aussi perdu la possibilité de vivre pleinement leurs rêves. Le théâtre devenait un lieu où le temps se confondait. Là, sur cette scène, les rôles oubliés se croisaient, se rencontraient dans un même espace, dans une même quête de sens. Chaque personnage, que ce soit Charles, Thomas ou d'autres encore, incarnait des vies qui auraient pu être, mais qui avaient été effacées. Mais ici, dans ce lieu hors du temps, ils avaient une nouvelle chance, une chance de revivre ce qui n'avait pas été vécu. Je me retrouvais transporté dans ces vies, dans ces histoires oubliées, et un sentiment étrange m'envahit. Était-ce une simple représentation? Ou quelque chose de plus profond, quelque chose qui me permettait de comprendre que ces vies, bien qu'effacées, n'étaient jamais vraiment perdues? Les lumières du théâtre s'adoucirent à nouveau, et la scène se métamorphosa dans une lumière plus douce, presque irréelle. Le décor était simple, une pièce aux murs décrépits, une table en bois, des papiers éparpillés sur le sol. L'actrice qui entra alors sur scène semblait appartenir à une époque lointaine, peut-être d'un siècle révolu. Mais ce qui frappait immédiatement, ce n'était pas son costume ni son apparence. C'était son regard, un regard à la fois lourd de mémoire et léger, comme si elle portait un fardeau qu'elle n'avait jamais voulu, mais qu'elle était condamnée à porter. Elle se plaça au centre de la scène et commença à parler d'une voix basse, presque murmurée, comme si chaque mot était un secret qu'elle seule pouvait entendre. « Je suis une comédienne sans nom, dit-elle. Je n'ai jamais été vue.
Les rôles que j'ai joués étaient toujours ceux des autres, jamais les miens. Mon nom a été effacé, comme celui de tant d'autres, comme si ma vie n'avait eu aucune importance. Et pourtant, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai rêvé. Elle marqua une pause, se tournant lentement pour regarder le public, son regard pénétrant comme si elle cherchait à se connecter à nous, à chaque spectateur. Mais dans ce théâtre, je suis enfin libre. Je peux incarner ma propre histoire, une histoire qui n'a jamais été racontée, une vie que personne n'a jamais remarquée. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Sa voix se durcit, une pointe de frustration émergeant dans ses paroles. Je ne suis pas ici pour être une victime. Je ne suis pas ici pour que l'on me plaigne. Je suis ici pour incarner la force des femmes invisibles, des femmes oubliées, des femmes qui ont dû se taire pour que d'autres puissent s'épanouir. Nous sommes nombreuses, celles qui n'ont pas eu de place dans les livres d'histoire, celles dont les rêves ont été étouffés dans le silence des attentes imposées par la société. La comédienne se haussait sur ses pieds, comme pour montrer qu'elle refusait d'être simplement un rôle secondaire dans l'histoire. Elle se battait pour se réapproprier sa voix, pour affirmer que chaque existence, aussi invisible soit-elle, portait en elle une importance indiscutable. Je ne suis pas la fille du médecin ou l'épouse d'un riche commerçant. Je ne suis pas la reine d'un royaume lointain. Je suis celle qui a toujours été là, à l'ombre de tout ce que l'on connaît. Et ma voix n'a jamais été écoutée. Mais dans ce théâtre, je me donne la permission de me faire entendre. Et si vous m'écoutez, vous entendrez aussi les voix de toutes celles qui ont disparu sans laisser de traces. Elle s'arrêta à nouveau, une profondeur infinie se lisant dans ses yeux. Elle semblait épuisée, mais déterminée. Je n'ai pas été une héroïne. J'ai été une simple femme, avec des rêves simples. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ces rêves peuvent prendre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux être celle que j'ai toujours voulu être. Un silence lourd s'installa dans la salle. Je ne savais plus si j'étais spectateur ou témoin d'une confession intime, d'un acte de catharsis. La comédienne avait transcendé son rôle. Elle était devenue le symbole de toutes ces vies qui n'avaient jamais eu la chance d'être vues, entendues, racontées. Elle tourna lentement son regard vers la lumière qui baignait la scène, puis murmura presque pour elle-même, « Ici, dans ce théâtre des rôles oubliés, je prends enfin ma place. Je me fais une place dans l'histoire, même si cette histoire n'est que la mienne. » Elle se tenait droite, fière, et je compris à cet instant que ce théâtre n'était pas seulement un lieu où l'on incarnait des vies non vécues, mais un espace où l'on redonnait une voix à ceux qui avaient été oubliés. Ce n'était pas la scène qui éclairait la comédienne, c'était sa propre lumière, la lumière d'un personnage qui, bien que n'ayant jamais existé dans le monde réel, était devenu plus réel que n'importe quel autre personnage sur cette scène. Le rideau tomba doucement, marquant la fin de la performance, mais quelque chose était resté dans l'air, une sensation d'avoir été témoin d'une transformation. Une lumière intérieure qui, bien que subtile, semblait imprégner l'espace. La salle du théâtre s'éteignit une nouvelle fois et l'air devint plus lourd, chargé d'une étrange sensation de calme avant la tempête. La lumière s'intensifia lentement sur la scène, révélant un homme vêtu d'une cape sombre, les yeux fixés sur un petit étal de bois qui semblait être un marché ancien. Sur cet étal, des objets étranges étaient exposés, des livres aux couvertures poussiéreuses, des cartes enroulées et des instruments en tout genre, tous dégageant une aura de mystère. L'homme se tenait là, en silence, semblant attendre quelque chose ou quelqu'un. Il leva lentement les yeux et son regard croisa celui du public. Il n'avait pas l'air d'être un personnage des temps passés, ni même d'un rôle d'un autre monde.
Son visage, marqué par les années, semblait parcouru par une sagesse invisible. « Bienvenue, cher visiteur », dit-il d'une voix qui n'était ni trop forte ni trop basse, mais qui résonnait comme un murmure que l'on n'entend que dans les moments de silence absolu. « Je suis le marchand des rêves oubliés. » Le public retint son souffle. Un marchand de rêves? Comment un rêve pouvait être vendu? L'homme sourit faiblement, comme s'il avait anticipé la question. « J'offre ce que d'autres ont perdu. » expliqua-t-il en passant sa main sur les objets du marché. « Je vends des rêves qui n'ont jamais été réalisés, des aspirations écrasées par les réalités du monde, des possibilités qu'on nous a prises avant que nous ayons le temps de les saisir. » Je me penchai en avant, la curiosité m'envahissant. Ce que cet homme disait semblait toucher quelque chose en moi, une partie de mon être qui résonnait d'une tristesse que je ne comprenais pas encore. Il était là, sur scène, et pourtant il semblait si réel. Ses mots avaient une portée universelle, presque intemporelle. « Les rêves sont immortels », continua-t-il, ses yeux brillants d'une lumière presque éthérée. Ils vivent en chacun de nous, attendant simplement d'être éveillés. Mais bien souvent, nous oublions nos rêves. La vie nous enseigne à les enfouir, à les laisser de côté, pour avancer. Mais que faisons-nous, au fond, lorsque nous abandonnons ce que nous aurions pu être? L'homme se leva soudainement, comme animé par une force nouvelle. Il se tourna alors vers le public, un sourire un peu triste sur les lèvres. « Je vous propose un marché, » dit-il en tendant une main imaginaire vers l'audience. « Un rêve contre un rêve. Je vais vous offrir ce que vous avez perdu. Mais, en échange, vous devrez me donner votre propre rêve, celui que vous portez encore, bien qu'il soit caché, oublié ou abandonné. » Le silence dans la salle devint presque palpable. L'homme attendait, et les spectateurs semblaient suspendus à ses paroles. Les acteurs sur scène avaient cessé de jouer, comme s'ils étaient eux aussi pris dans ce moment hors du temps, cet instant où un rêve pouvait se transformer en réalité, et vice-versa. « Je n'ai pas demandé à être ce que je suis, » continua-t-il avec un sourire à peine perceptible, « mais j'ai appris que, parfois, ce que l'on recherche dans la vie n'est pas un objectif ou une destination, mais un rêve oublié que l'on cherche à retrouver. Ce n'est pas pour nous-mêmes que nous poursuivons ces rêves, c'est pour ceux que nous étions censés devenir. » L'homme se pencha alors vers un objet particulier sur son étal, un petit carnet de cuir usé. Il le prit avec soin et le tourna vers la salle. « Voici un exemple, » dit-il. « Ce carnet a appartenu à une femme qui a passé sa vie à écrire des histoires qu'elle n'a jamais partagées. Elle a perdu sa voix, tout comme vous avez perdu vos rêves. Mais ce carnet, bien qu'il soit usé, est toujours vivant. Il contient des vies non vécues, des histoires que le monde n'a jamais connues. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une simple relique, c'est un rêve suspendu. » Il leva les yeux et son regard se posa sur un spectateur en particulier. « Est-ce que vous avez un rêve que vous avez laissé tomber? Est-ce que vous avez abandonné quelque chose pour aller dans une autre direction? Parce que dans ce théâtre, rien n'est jamais perdu. Les rêves que vous avez égarés peuvent encore revenir. » L'homme se tourna alors vers l'acteur derrière lui, et d'un signe de la main, il activa une sorte de mécanisme invisible. L'étal se transforma lentement en un miroir ancien, grand et majestueux, qui se dressa en plein centre de la scène. « Ce miroir, » dit-il avec un sourire énigmatique, « vous montrera ce que vous auriez pu être si vous n'aviez pas renoncé à vos rêves. » Les spectateurs se levèrent dans un élan silencieux, fascinés par l'idée de revoir leur propre vie sous une forme nouvelle, de voir les chemins qu'ils avaient négligés ou oubliés. Le miroir semblait les inviter à un voyage intérieur, un reflet du passé et du futur,
tous entremêlés dans une unique vision. Le marchand des rêves se tourna alors vers la scène, comme pour conclure son discours. « Je suis ici pour vous offrir une seconde chance, » dit-il calmement. Mais il vous faut aussi être prêt à laisser aller ce qui vous retient, ce qui vous empêche de rêver à nouveau. Alors que le rideau tombait, une nouvelle sorte de silence s'installa dans la salle. Ce n'était plus le silence d'un spectacle, mais celui d'une prise de conscience partagée, un murmure intérieur qui résonnait en chacun de nous. Le marchand des rêves avait fait son marché, et désormais, chacun d'entre nous, dans cette obscurité de la salle, se retrouvait face à ses propres rêves oubliés, ses aspirations suspendues qu'il fallait maintenant affronter. Le théâtre se replongea dans l'obscurité et un calme étrange envahit la salle. Le public semblait suspendu dans un état de veille, comme s'il attendait une nouvelle révélation. Un nouveau voyage. La lumière monta lentement sur la scène, dévoilant un décor d'une simplicité poignante. Un petit jardin, enveloppé de buées légères, des bancs de fer forgés et une fontaine qui murmurait silencieusement comme un secret ancien. Au centre, une silhouette apparaissait dans l'ombre. Une femme qui avançait lentement. Elle était vêtue d'une robe blanche, légère, flottant autour d'elle comme une brume délicate. Son visage était caché par un voile translucide, mais son corps était tendu comme si elle portait un fardeau invisible. Elle s'assit sur un banc sans dire un mot. Un silence total envahit la salle et je sentais que quelque chose d'intime, de profond, allait se déployer devant nous. Puis, sans avertissement, une autre silhouette entra dans le jardin. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, son regard perdu dans la contemplation des étoiles au-dessus. Il s'arrêta en voyant la femme sur le banc, et un instant, il resta immobile, comme s'il avait été frappé par la lumière du passé. Il s'approcha d'elle, son regard se fixant sur la silhouette voilée. « Je suis désolé, » dit-il enfin, sa voix faible, remplie d'un regret vieux comme le monde. « Je n'ai jamais eu la chance de te le dire. » La femme leva alors lentement la tête et ses yeux se posèrent sur lui. Un éclat de reconnaissance, mais aussi de souffrance, traversant son regard. Et moi, je n'ai jamais eu la chance d'entendre. Sa voix était douce, presque brisée. Mais c'est trop tard, n'est-ce pas? Trop tard pour les mots. L'homme s'assit à ses côtés, leur présence créant une atmosphère chargée de non-dits. « Je t'ai laissé partir, » murmura-t-il. « Je t'ai laissé partir sans comprendre. Et maintenant, je suis ici, dans ce jardin, mais toi, tu n'es plus là. » Elle le regarda intensément, comme si chaque mot qu'il prononçait la brûlait. « J'ai attendu, tu sais, » dit-elle, son ton prenant un tour plus amer. « J'ai attendu que tu viennes, mais tu n'es jamais venu. Et moi, j'ai appris à vivre sans toi. » Les deux personnages semblaient être suspendus dans un moment hors du temps. Chaque geste, chaque mot semblait résonner dans l'air autour d'eux. Ils étaient liés, non par l'espace, mais par un fil invisible, celui de l'histoire non vécue, de l'amour jamais pleinement exprimé. Elle baissa les yeux, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « Tu sais, » ajouta-t-elle après un long silence, « si tu m'avais cherché, si tu avais cherché à comprendre, peut-être que nous aurions eu une chance. Mais à ce moment-là, je t'ai cru, et j'ai fait ce que l'on attendait de moi. J'ai épousé un autre, j'ai vécu une autre vie.
Une vie sans toi, parce que je croyais qu'il était trop tard. L'homme la regardait, les yeux pleins de regret. Mais pourquoi, dit-il d'une voix brisée, pourquoi ne m'as-tu pas dit ce que tu ressentais? Pourquoi n'as-tu pas crié ton amour, ton désir de partir avec moi? Parce que je n'avais pas le droit, répondit-elle, la voix pleine de souffrance. Parce que le monde autour de nous ne nous permettait pas de choisir. Parce que nous n'avions pas de place pour cet amour-là. Parce que c'était plus facile de tout laisser derrière. Leurs mots se mélangèrent dans un tourbillon de souvenirs et de regrets. Une histoire d'amour inachevée, une vie partagée mais non vécue. Le jardin autour d'eux semblait devenir de plus en plus flou, comme si leur émotion enflammait l'air. Leur rencontre, bien que brève, semblait être l'aboutissement de toute une vie de non-dit. Enfin, après un moment, l'homme se leva lentement, les yeux toujours fixés sur elle, comme s'il cherchait encore à comprendre ce qu'il avait perdu. « Et maintenant ?» Zrenia demanda-t-il, sa voix pleine de questionnement. « Que faisons-nous, ici, dans ce jardin, dans ce théâtre des rôles oubliés ?» La femme leva la tête, et dans son regard, une lueur de paix sembla naître, comme si elle avait enfin accepté l'inacceptable. « Nous vivons ce que nous n'avons jamais pu vivre, » répondit-elle doucement. « Peut-être que dans ce monde, nous avons le droit de connaître enfin notre vérité, et peut-être qu'ici, dans ce lieu, nous pouvons retrouver ce que nous avons perdu. » Elle se leva à son tour, et leurs mains se frôlèrent un instant, avant qu'il ne la prenne dans ses bras. Leurs âmes semblaient se retrouver dans ce geste, dans ce moment suspendu. Ils n'étaient plus des personnages de fiction, mais deux êtres humains qui, pour la première fois, avaient eu la chance de vivre pleinement ce qu'ils avaient ignoré dans le monde réel. Le rideau tomba lentement sur la scène, mais l'émotion qu'il avait laissée derrière lui restait suspendue dans l'air. Une histoire d'amour oubliée, une vie non vécue, qui, par un simple acte de réconciliation, avait trouvé un peu de paix. La lumière s'assombrissait lentement, plongeant la scène dans une atmosphère lourde, presque suffocante. La salle semblait retenir son souffle, comme si elle anticipait la montée en puissance de ce qui allait se jouer. Le rideau s'ouvrit à peine, révélant un décor dévasté, un champ de bataille. Des silhouettes sombres, à peine discernables, se déplaçaient dans la brume épaisse qui enveloppait le sol, tandis qu'un vent froid soufflait, apportant avec lui des murmures inintelligibles. L'acteur principal entra lentement sur scène, son visage marqué par une douleur silencieuse. Il portait l'uniforme d'un soldat d'un autre temps, son corps usé par la guerre, les yeux pleins de l'invisible poids de ses souvenirs. Il s'arrêta un instant, observant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Je m'appelle Lucien », dit-il d'une voix basse, chaque mot semblant porté par un vent invisible. « Et je suis un soldat de la guerre des souvenirs, une guerre que je n'ai pas choisie, une guerre qui m'a été imposée, une guerre qui ne se termine jamais, même quand tout semble fini. » Il se tourna lentement vers le public, son regard perçant comme une lame. « Cette guerre, voyez-vous, n'a pas de héros. Elle ne parle pas de gloire ni de victoire. Elle parle de l'effacement, de l'oubli. Ce que nous avons fait, ce que nous avons perdu, tout cela disparaît dans la brume du temps. Nos sacrifices sont effacés aussi facilement que les poussières du vent. » Lucien s'avança sur scène, marchant d'un pas lent, comme s'il sentait le poids de chaque décision prise, chaque vie perdue. La guerre des souvenirs, continua-t-il, n'est pas seulement une guerre contre l'ennemi. C'est une guerre contre l'oubli. Un combat pour que nos vies aient un sens, pour que nos morts ne soient pas oubliées. Mais comment lutter contre l'oubli quand tout autour de vous semble s'effacer lentement? Il s'arrêta au centre de la scène,
levant les bras comme pour toucher le ciel invisible au-dessus de lui. Tous ces hommes et ces femmes que j'ai vus tomber, tous ces visages qui ne reviendront jamais, ces noms qui n'auront jamais de place dans les livres d'histoire. Nous avons vécu, et pour certains d'entre nous, mourir n'était même pas la fin. Non, mourir n'est qu'un passage. Le vrai fardeau, c'est de disparaître complètement, d'être oublié. Un silence pesant s'installa dans la salle. Les mots de Lucien semblaient résonner profondément, éveillant des souvenirs de toutes sortes en chacun de nous. La guerre des souvenirs, ce n'était pas seulement une question de bataille militaire, mais une guerre intime, une lutte personnelle contre l'oubli. Chaque personnage sur scène incarnait un fragment de cette guerre. Chacun portait une mémoire qu'il ne pouvait oublier, mais que le monde, lui, semblait prêt à effacer. Lucien se tourna alors vers un autre acteur qui se tenait dans l'ombre derrière lui. « Et toi, dit-il, qu'as-tu perdu dans cette guerre ?» L'autre acteur, une silhouette sombre, s'avança lentement et prit la parole. « Je suis Jacques, » dit-il d'une voix fatiguée. « Et moi aussi j'ai été là, mais je ne suis pas ici pour les honneurs, ni pour parler de ma bravoure. Je suis ici pour les autres, pour tous ceux qui ne sont jamais revenus. Je suis ici pour m'assurer que leur sacrifice ne soit pas oublié. » Jacques fit quelques pas en avant, sa silhouette se découpant dans la lumière crue. « Nous avons tous joué notre rôle dans cette guerre, » poursuivit-il. « Mais que reste-t-il? Des souvenirs qui se fanent, des familles qui s'éteignent, des noms gravés sur des pierres tombales, puis effacés à leur tour. Nous avons combattu non seulement contre un ennemi visible, mais contre l'indifférence du temps. » Les deux hommes se regardèrent dans un silence lourd, le regard de Lucien empli de la douleur de la guerre, et celui de Jacques, un mélange de résignation et d'espoir. « Mais que pouvons-nous faire ?» demanda Lucien, sa voix tremblante. « Que faisons-nous lorsque l'histoire nous oublie ?»« Nous nous souvenons, » répondit Jacques d'une voix ferme, presque triomphante. « Nous nous souvenons, même si le monde essaie de nous effacer. Nous résistons à l'oubli. C'est tout ce qu'il nous reste. » Les deux hommes se levèrent alors, se tenant côte à côte, comme s'ils étaient prêts à affronter ensemble une guerre qu'ils savaient perdue d'avance, mais qu'ils refusaient de laisser disparaître. La lumière sur scène vacilla, puis s'éteignit lentement, laissant place à un silence encore plus profond où les mots de l'acteur résonnaient dans l'obscurité. La scène s'éclaira lentement. Une lumière douce, presque irréelle, baignant le décor d'une atmosphère onirique. Ce n'était plus le champ de bataille, ni le jardin silencieux. Cette fois, le décor était vaste et lumineux, presque utopique. Une étendue infinie de verdure, une prairie sans fin, parsemée de fleurs éclatantes, et un ciel d'un bleu profond s'étendant à perte de vue. Le vent léger faisait danser les herbes, comme un doux murmure porté par les souvenirs. Là, au centre de cette scène, un homme se tenait debout. Son regard était intense, perdu dans l'horizon. Il portait des vêtements simples, usés par le temps, mais il semblait différent des autres personnages que nous avions vus jusque-là. Il ne semblait pas incarner un rôle d'âme perdue, mais plutôt celui d'un homme entre deux mondes, un homme qui attendait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Il s'avança lentement, son regard ne quittant pas l'horizon. Puis, d'une voix calme, presque solitaire, il parla. « Je m'appelle Elias, et je suis celui qui a attendu toute sa vie. Je suis celui qui a fait une promesse et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu la chance de la tenir. J'ai attendu qu'un moment vienne, un moment où je pourrais, enfin, réaliser ce que j'avais toujours voulu être. » Il marqua une pause, son regard se posant sur le public,
comme s'il cherchait à comprendre comment tout cela pouvait être vrai. J'ai vécu dans l'ombre de mes propres promesses. J'ai promis à ceux que j'aimais que je reviendrais, que je ferais quelque chose de grand, de juste. J'ai promis que je changerais le monde, mais les années ont filé, et tout ce que j'ai laissé derrière moi, ce sont des souvenirs. Il s'arrêta au centre de la scène, comme s'il ressentait un poids immense sur ses épaules. Le vent soufflait autour de lui, mais il ne semblait pas le toucher. Ses mots, lourds de regrets, se perdirent un instant dans le silence environnant. Je n'ai pas été un héros, poursuivit-il, son ton plus grave. Je n'ai pas été l'homme que j'espérais. Je n'ai pas réalisé mes rêves, ni ceux des autres. Mais j'ai toujours cru qu'un jour, peut-être, quelque chose m'offrirait une seconde chance, que je pourrais enfin vivre cette vie que je n'ai pas vécue. Peut-être que dans ce monde, j'aurais pu être plus que ce que j'ai été. Elias s'agenouilla, comme si l'étendue de sa propre existence le dépassait, comme si la promesse qu'il avait faite était trop grande pour qu'il puisse la tenir. Son visage était marqué par une profonde mélancolie, une tristesse douce, presque résignée. Mais dans cette tristesse, il y avait aussi une lueur d'espoir, une possibilité qu'il avait choisi de voir, même après tout ce temps. Je sais que les promesses que j'ai faites peuvent sembler futiles maintenant, dit-il en se levant lentement, mais ce n'est pas l'accomplissement de ces rêves qui importe. Ce qui compte, c'est d'avoir eu le courage de les faire, d'avoir eu l'audace d'y croire. Et c'est ce que j'ai perdu de vue. Peut-être que ce n'est pas trop tard. Peut-être qu'ici, dans ce théâtre, je peux trouver cette vie que j'ai laissée derrière. La lumière se modifia à nouveau, devenant plus vive, plus brillante, comme si le ciel lui-même répondait à ses paroles. Le vent se leva, soufflant plus fort, comme une invitation à avancer, à croire, à prendre ce dernier chemin. Elias se redressa, le regard plus confiant, comme un homme prêt à prendre la décision la plus importante de sa vie, celle de commencer enfin à vivre. Si j'ai quelque chose à offrir, c'est cette promesse. Il n'est jamais trop tard pour chercher la vie que l'on a laissée derrière, dit-il en levant les bras vers l'horizon. Il est toujours possible de revenir, de réparer, de changer. Même quand le monde semble s'être éloigné, il y a encore une chance. Il y a toujours un chemin vers la vie que l'on aurait dû vivre. L'air se calma lentement, et une douce lumière enveloppa la scène comme une bénédiction, un signe que le voyage d'Elias, bien que tardif, était enfin prêt à commencer. Le rideau se ferma en douceur, mais une partie de nous restait suspendue dans l'air, une sensation persistante que, parfois, il suffit de revenir en soi pour commencer à vivre pleinement, même si l'on a longtemps négligé de le faire. La scène s'éclaira d'une lumière douce, presque mystique. Le décor était celui d'une grande salle d'archives avec des étagères en bois qui semblaient s'étendre à l'infini. Des papiers étaient éparpillés sur les tables, des portraits anciens pendaient au mur. C'était comme si cette pièce renfermait des siècles d'histoire, des vies vécues et oubliées, des existences entières qui n'avaient jamais eu leur place dans les livres d'histoire. Un homme entra, vêtu d'un costume vieilli, d'un autre temps. Il n'avait pas l'air d'un acteur sur scène, mais plutôt d'un fantôme du passé, quelqu'un qui avait traversé les âges pour apparaître à cet instant précis. Il avança avec une lenteur solennelle, ses pas résonnant dans le silence de la salle. Ses yeux étaient pleins de mémoire, de regrets et de sagesse. Il s'arrêta au centre de la scène, fixant un portrait qui pendait sur le mur. « Je m'appelle Pierre », dit-il enfin d'une voix profonde, marquée par l'usure du temps. « Je suis l'un de ceux qu'on oublie, l'un de ces ancêtres dont l'histoire est effacée, balayée par le vent du présent. Mes enfants, mes petits-enfants, ne savent même plus mon nom.
Et pourtant, j'ai été là, j'ai vécu, et j'ai façonné cette époque sans qu'on le sache. Il tourna lentement la tête vers le public, un sourire triste sur ses lèvres. Nous, les ancêtres, nous sommes des fantômes, des ombres que l'on cherche à oublier, des traces que l'on efface. Mais ce que l'on oublie, ce sont les sacrifices que nous avons faits, les vies que nous avons vécues dans l'ombre, pour que d'autres puissent s'épanouir. Et pourtant, qui se souvient de nous? Qui connaît notre histoire? Pierre s'approcha d'une étagère et prit un vieux livre poussiéreux. Il le feuilleta avec délicatesse, comme si chaque page contenait un fragment d'un monde révolu, une époque à laquelle il appartenait. Dans ce livre, dit-il, se trouvent les récits de ceux qui ont fait avancer l'histoire, de ceux qui ont fondé des empires, de ceux qui ont forgé des idées. Mais où suis-je dans tout cela? Où suis-je dans les récits que l'on nous transmet? Il s'arrêta sur une page, la fixa longuement. Je suis celui qui a construit des ponts, mais qui n'a jamais traversé. Celui qui a planté des graines sans voir les arbres pousser. Celui qui a sacrifié sa jeunesse pour que la suivante puisse s'épanouir. Mais personne ne se souvient de moi. Je suis l'ombre de mes ancêtres et l'oubli de ceux qui viendront après. Pierre se tourna alors vers un autre acteur qui attendait dans l'ombre. Il lui fit un signe de tête et l'autre homme monta lentement sur scène. Il était beaucoup plus jeune, habillé de manière moderne, en contraste frappant avec l'apparence de Pierre. Ils se regardèrent un moment comme si un secret circulait entre eux, un secret que seul le temps pouvait comprendre. « Je suis ton descendant », dit l'acteur plus jeune. « Je suis celui qui a hérité de ce que tu as laissé derrière. Je suis celui qui a vécu dans l'ombre de ton sacrifice sans savoir vraiment d'où je viens. Et pourtant, je suis aussi toi. Je suis la continuation de ce que tu as commencé. » Pierre regarda son descendant, un sourire mélancolique effleurant ses lèvres. « Oui, tu es moi, et je suis toi. Nous sommes unis par ce fil invisible qui traverse le temps, par ce lien indestructible entre le passé et l'avenir. Mais combien parmi nous prennent le temps de se souvenir de ceux qui ont fait ce voyage avant eux? » Le jeune homme, visiblement ému, s'approcha de Pierre. « Je ne savais pas que tu existais, » dit-il, sa voix brisée par une émotion contenue. « Je n'ai jamais appris ton histoire. Je n'ai jamais su ce que tu avais sacrifié pour que je sois ici, aujourd'hui. » Pierre hocha la tête lentement. C'est ainsi que cela fonctionne. Les ancêtres sont oubliés et les descendants vivent sans savoir. Mais il est essentiel de se souvenir. Il est essentiel de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Nos vies ne sont pas seulement les nôtres, elles sont les vôtres aussi. Et tout ce que nous avons sacrifié, tout ce que nous avons perdu, est désormais une partie de vous. Le jeune homme s'inclina légèrement, comme s'il recevait un héritage invisible mais précieux. Pierre, d'un geste lent, tendit la main vers lui. « Prends ce que je te donne, » dit-il. « Prends le souvenir de ceux qui t'ont précédé. C'est dans cette mémoire que réside la force pour aller de l'avant. » Ils se regardèrent un instant, et dans ce regard, il y avait une reconnaissance, une compréhension silencieuse que l'histoire ne se fait pas seule. Elle se tisse dans les vies qui se croisent, dans les sacrifices qui ne sont jamais vus, mais qui portent les graines de l'avenir. Le rideau se ferma lentement, et la scène resta figée dans l'écho de ses paroles. Pierre et son descendant étaient partis, mais leur présence restait suspendue dans l'air, comme un rappel silencieux que la mémoire des ancêtres ne doit jamais être oubliée. La lumière de la scène s'éteignit progressivement, laissant la salle dans une obscurité lourde, presque oppressante. Puis, lentement, une lueur se diffusa
éclairant une grande place, tout en pierre, entourée de barricades, de drapeaux froissés et de papiers volants qui se dispersaient dans l'air comme des feuilles mortes. La scène avait pris une tournure plus sombre, plus intense. On sentait la tension dans chaque recoin de la scène, comme une étincelle prête à enflammer tout ce qui se trouvait dans son sillage. Un homme entra sur scène, seul. Il était vêtu d'un manteau déchiré, son visage marqué par les années de lutte, mais aussi par une détermination sans faille. Il s'arrêta au centre de la place, levant les bras au ciel comme pour défier l'invisible. Ses yeux étaient pleins de la flamme d'un idéal que personne ne semblait comprendre, mais qu'il portait avec fierté. « Je suis Étienne », dit-il d'une voix forte, résonnant dans l'espace empli d'une rage contenue. « Je suis l'écho de ceux qui se sont battus pour un monde meilleur, pour un monde où la voix de l'oppresseur ne dominerait pas, où la liberté ne serait pas un luxe, mais un droit. » Il s'arrêta un instant, comme s'il attendait que ses paroles résonnent dans l'air, qu'elles atteignent les spectateurs, qu'elles réveillent quelque chose en eux. « Mais il est trop tard, » continua-t-il, le regard perçant. « Trop de sang a été versé, trop de rêves ont été écrasés sous les bottes des puissants. Et pourtant, la lutte continue, parce que la révolte n'est jamais finie tant que l'injustice persiste. » Un éclair de lumière traversa la scène, illuminant une silhouette qui se tenait dans l'ombre. Une autre voix s'éleva, douce, mais fermement décidée. « Et moi, je suis celle qui n'a jamais eu de chance, celle qui a été oubliée, abandonnée sur le bord de la route. » Dit une femme, son regard dur et brillant de défi. « Je suis la voix de tous ceux qui n'ont jamais pu parler, de tous ceux qui ont été réduits au silence, juste parce qu'ils avaient le malheur d'être nés du mauvais côté de la barrière. » Elle s'avança lentement vers Étienne, sa démarche assurée comme si elle connaissait son rôle dans cette guerre de mots, dans ce combat sans fin pour la vérité. « Je suis l'enfant de ceux qui ont péri avant même de voir la fin de la guerre. Je suis la révolte silencieuse qui gronde dans chaque cœur brisé, dans chaque vie volée. » Étienne se tourna vers elle, son regard se posant sur elle avec une étrange complicité. « Et toi, » dit-il, « tu penses que l'on peut encore renverser ce qui semble immuable? Tu crois qu'une seule voix peut briser les chaînes des siècles d'oppression? » La femme haussait les épaules. « Qu'est-ce qu'il nous reste, Étienne? Les chaînes sont partout. Elles ne sont pas juste faites de fer, mais de silence, de peur et de résignation. Mais il est temps de faire entendre cette voix qui n'a jamais eu l'opportunité de se faire entendre. Il est temps que le silence de ceux qui ont été oubliés se transforme en une tempête. » Elle tourna son regard vers le public, comme pour inclure chaque spectateur dans cette révolte. « Le monde est fait de ceux qui acceptent et de ceux qui refusent d'accepter. Et aujourd'hui, je refuse. Je refuse de laisser nos rêves mourir. Je refuse de rester dans l'ombre de l'histoire. Et toi, Étienne, toi qui as combattu toute ta vie pour cette cause, crois-tu que la révolte peut encore triompher? » Étienne resta silencieux un moment, ses yeux fixés sur le sol. Puis, d'un geste brusque, il tourna son regard vers elle, plus intense que jamais. « Je crois que la révolte ne meurt jamais. » répondit-il d'une voix tremblante d'émotion. « Elle se cache dans les failles, dans les fissures du monde. Elle vit dans chaque murmure de résistance, dans chaque acte de rébellion. Peu importe combien de fois l'on essaie de la tuer, elle revient toujours. » Il se tourna vers la scène, regardant l'horizon invisible. Ils veulent nous faire croire que la révolte est finie, qu'il n'y a plus de place pour les voix de ceux qui n'ont jamais eu le droit de parler. Mais tant que l'on se souvient, tant que l'on continue à rêver d'un monde meilleur, la révolte ne sera jamais morte. La scène devint sombre à nouveau,
comme si les paroles des siennes et de la femme avaient laissé une empreinte invisible, un éclat de lumière dans une obscurité qui ne cessait de se renforcer. Le public était silencieux, pris dans cette atmosphère de révolte sans fin, d'histoires inachevées, de luttes qui n'avaient pas encore été terminées. Les deux personnages se tenaient maintenant côte à côte, leurs regards tournés vers l'avenir incertain, mais avec une lumière dans les yeux, une lumière qui parlait de résistance, de mémoire et de la possibilité d'un changement, même quand tout semblait perdu. La scène s'éclaira lentement, baignant l'espace d'une lumière douce et étrange, comme si le temps lui-même était suspendu. Ce décor était à la fois familier et inconnu. Une rue animée, avec des bâtiments en ruine et des échoppes abandonnées, mais aussi des fragments de mondes parallèles qui semblaient se superposer à la réalité. Des portes s'ouvraient et se fermaient sans fin, des silhouettes se croisaient sans jamais se toucher, et le vent soufflait, emportant avec lui des murmures lointains. Un homme entra, vêtu d'une tenue simple, et s'arrêta au centre de la scène. Son regard parcourut les alentours, semblant perdu, mais aussi à la recherche de quelque chose, ou de quelqu'un. « Je m'appelle Gabriel », dit-il en se tournant vers le public, sa voix douce, presque mélancolique. « Je suis un homme ordinaire, ou peut-être que je ne le suis pas. Peut-être que je n'ai jamais été ordinaire. » Il se tourna lentement, comme pour scruter les débris de ce monde, et commença à avancer, ses pas résonnant sur les pavés déserts. « Les vies se croisent », murmura-t-il en marchant. « Et pourtant, nous n'avons jamais conscience des chemins que nous partageons. Nous passons à côté les uns des autres, sans jamais savoir que notre existence a un écho dans celle de l'autre. » Tout est une question de rencontre, de coïncidence, mais qu'en est-il de ces vies qui se frôlent sans se toucher, de ces âmes qui, malgré leur proximité, ne se reconnaissent jamais? À cet instant, une autre silhouette apparut, une jeune femme, habillée d'une robe élégante mais abîmée par le temps. Elle marcha vers Gabriel, sans vraiment le voir, plongée dans ses pensées. « Je m'appelle Clara », dit-elle en levant les yeux, sans se rendre compte qu'elle s'adressait à Gabriel. « Je suis la fille de ceux qui ont fui, les exilés, les oubliés. Je porte en moi la mémoire de ceux qui ont été effacés, de ceux dont le nom a été oublié. » Gabriel la fixa un instant avant de lui tendre la main, comme s'il la reconnaissait, même sans vraiment la connaître. « Et moi, dit-il, je suis celui qui a observé, celui qui a vu les vies se croiser, mais qui n'a jamais osé se joindre à elles. Je suis celui qui a traversé les chemins de l'histoire sans jamais m'arrêter. Peut-être que je suis le spectateur de ces vies, peut-être que je n'ai jamais été un acteur. » Clara s'arrêta, surprise par la présence de Gabriel, mais ne répondit pas immédiatement. Son regard se perdit dans l'horizon flou autour d'elle. « Mais ce n'est pas important, » dit-elle enfin, presque pour elle-même. « Nous sommes tous des spectateurs de nos propres vies, et parfois, nous ne voyons pas les autres parce que nous sommes trop occupés à vivre notre propre histoire. » Gabriel la regarda intensément. « Et si nous étions les acteurs de la même scène ?» demanda-t-il, son regard se faisant plus pénétrant. « Et si nos vies, nos chemins, se croisaient pour une raison que nous ne comprenons pas encore? Peut-être que tout ce qui nous arrive, toutes ces rencontres apparemment fortuites, sont en réalité des fils invisibles qui nous lient.
Clara le regarda, semblant enfin réaliser la vérité de ses paroles. « Tu as raison, » dit-elle lentement. « Peut-être que nous nous croisons parce que nous sommes censés nous rencontrer pour partager quelque chose, pour nous aider à comprendre ce que nous sommes vraiment. Mais pourquoi avons-nous toujours l'impression de passer à côté des autres, de ne jamais toucher vraiment ceux qui croisent nos vies? » Gabriel haussait les épaules, un sourire triste sur les lèvres. « Peut-être parce que nous avons peur, » dit-il. « Nous avons peur de ce que ces rencontres peuvent signifier. Nous avons peur de ce que cela impliquerait si nous nous reconnaissions vraiment les uns les autres. » Un silence s'installa, lourd et profond, avant que Clara ne réponde. Et si nous pouvions tout changer, si nous pouvions véritablement voir l'autre, le comprendre? Serait-ce alors possible de ne plus se sentir si seul, si éloigné des autres, même quand nous partageons les mêmes espaces, les mêmes moments? Gabriel la regarda avec une certaine tendresse, comme s'il voyait en elle une part de lui-même. Une part qu'il n'avait jamais pleinement acceptée. « Je crois que tout est question de connexion, » répondit-il. Les vies se croisent, les gens se croisent, mais ce qui manque, c'est la volonté de réellement se voir, de s'ouvrir à l'autre, même si ça fait peur. Quand on s'arrête, quand on accepte d'être vulnérable, alors, peut-être, on se rend compte que l'autre n'est pas aussi loin qu'on le croit. Clara sourit doucement, un léger rayon de lumière passant dans ses yeux. « Alors peut-être que nous n'avons jamais vraiment été seuls, » dit-elle comme un soulagement. « Peut-être que tout ce que nous cherchons, ce que nous attendons, est déjà là, juste à côté, sous nos yeux. » Ils restèrent là un instant, se regardant dans un silence plein de signification, comme deux âmes qui se reconnaissent après avoir erré dans des vies parallèles, puis, lentement, ils se rapprochèrent, leurs pas se rejoignant dans la lumière douce qui envahissait la scène. Le rideau tomba lentement, mais l'écho de leur rencontre résonnait encore dans l'air, comme un murmure, une vérité cachée. Peut-être que, tout au long de nos vies, nous nous croisons sans jamais vraiment nous voir, mais il suffit parfois d'un regard pour que tout change. La scène se dissipa dans une lumière tamisée, donnant l'impression d'un lieu entre deux mondes. L'espace semblait vaste, sans limite, un vide lourd et imposant, comme un abîme d'indécision. Autour de ce vide, de grands miroirs aux cadres dorés étaient éparpillés, reflétant des fragments d'images, mais rien de complet. Parfois, les miroirs captaient des morceaux de lumière, mais ils ne donnaient jamais une image claire de ce qui les entourait. Tout semblait fragmenté, dispersé, incomplet. Un homme entra sur scène, vêtu d'une chemise usée et d'un pantalon trop grand, comme quelqu'un qui venait de passer des années à chercher quelque chose sans savoir exactement quoi. Son visage était marqué par l'angoisse, mais aussi une grande détermination. Il se tenait là, immobile, observant les miroirs avec une attention presque religieuse, comme s'il attendait que l'un d'eux révèle quelque vérité, un fragment de lui-même qu'il cherchait désespérément. « Je suis Thomas, » dit-il, sa voix emplie de confusion. « Je suis ici pour comprendre ce que je cherche, pour comprendre ce que je suis devenu. Mais je me rends compte que, peut-être, je cherche la mauvaise chose. Je pense que je veux des réponses, mais chaque question que je pose me mène dans une autre direction. » Il se tourna vers un miroir, mais au lieu de voir son propre reflet, il aperçut une image floue, un brouillard épais qui ne faisait que rendre l'ombre de son visage plus confuse. « Regardez-moi, » continua-t-il d'un ton plus insistant. « Je ne me reconnais plus. Je suis un homme qui a vécu des années dans l'espoir de comprendre le sens de sa propre existence, mais je crois que je me suis perdu dans ce même espoir. » Il avança lentement,
son regard fixé sur les fragments qui s'offraient à lui dans les miroirs, comme s'il espérait qu'un détail, un indice, le guiderait vers la vérité qu'il recherchait. Chaque miroir ne reflète qu'un instant, un moment qui ne dure pas. Peut-être que la vérité, tout comme cette lumière dans le miroir, est une illusion. Peut-être que nous la poursuivons tous sans jamais vraiment la voir. Il s'arrêta en face d'un grand miroir orné, et cette fois, son propre reflet se dessina clairement. Il se vit lui-même, mais il sembla y avoir un décalage, comme si l'image dans le miroir n'était pas entièrement lui. Il leva la main, et son reflet la leva en même temps, mais avec une lenteur étrange, comme s'il était détaché de son propre corps. « Je cherche à comprendre ce que je suis », dit-il, sa voix tremblante. Mais je me rends compte qu'à chaque instant où je pense m'en approcher, je m'éloigne encore plus. Peut-être que nous ne sommes pas faits pour comprendre. Peut-être que le sens de la vie, comme ce miroir, est simplement un reflet. Il se modifie sans cesse. Il nous échappe à chaque tentative d'explication. Il se tourna brusquement, le regard plus intense, presque furieux contre lui-même. Peut-être que je ne cherche pas la vérité, mais une sorte de réconfort, une réponse qui calmera mes doutes, mes angoisses. Mais qu'est-ce que la vérité, si ce n'est une illusion? Une femme entra alors sur scène, vêtue d'un long manteau sombre. Son regard, tout aussi intense que celui de Thomas, se fixa sur lui, mais sans hésiter. « Tu es pris dans un piège, » dit-elle d'une voix calme, presque douce. « Tu cherches à comprendre, mais tu cherches à l'extérieur de toi-même, et c'est là où tu te perds. » Thomas la regarda, perplexe. « Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ici pour trouver des réponses. Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? » La femme s'avança vers lui, son regard déterminé. « Tu cherches dans les miroirs, dans les reflets. Mais la vérité ne se trouve pas là. Elle est en toi. Tout ce que tu cherches à l'extérieur n'est qu'un reflet de ce que tu es à l'intérieur. » Thomas haussait les épaules, frustré. « Mais comment? Comment savoir ce qui est vrai, ce qui est réel? Chaque réflexion, chaque mouvement que je fais semble m'éloigner de ce que je devrais être. » La femme lui sourit légèrement. « Tu crois que tu dois comprendre, mais la vérité, la signification de ta vie, ne se trouve pas dans l'effort de comprendre, mais dans l'acceptation de ce que tu es. Tu cherches la réponse, mais la réponse est déjà là. Elle réside dans chaque souffle, chaque moment présent. C'est toi qui t'éloignes, cherchant une vérité lointaine. » Les deux personnages se tenaient maintenant face à face, et une étrange paix semblait se poser entre eux. La lumière sur scène s'intensifia un instant, éclairant le miroir une dernière fois, comme pour confirmer ce qu'il venait de dire. Puis la lumière retomba, et tout autour d'eux se remit en place, comme si la scène n'avait été qu'un fragment d'un autre monde. Thomas se tourna à nouveau vers le miroir, mais cette fois, il ne chercha plus à y voir un reflet, un indice ou une réponse. Il se contenta de l'observer, de le reconnaître comme une partie de lui-même. Il sourit faiblement, comme si, enfin, il avait compris. La scène se fit sombre, mais une lueur douce émergea progressivement, dévoilant une pièce aux murs nus et aux fenêtres ouvertes, donnant sur un paysage brumeux. Le décor semblait désert, délaissé. Au centre, une chaise vide attendait, solitaire, comme si un événement était imminent, mais qu'il ne s'était pas encore produit. Un silence pesant régnait dans l'air, comme une attente suspendue. Un homme entra dans la pièce, ses pas résonnant sur le sol de bois, brisant le calme environnant. Il portait un costume gris, usé par le temps, ses cheveux épars et son visage marqué par des années de solitude. Il s'arrêta au centre de la scène, observant les murs, le vide autour de lui. Puis,
Lentement, il se tourna vers le public, ses yeux remplis de la fatigue d'un homme qui se souvient d'une époque révolue. « Je suis Henri », dit-il d'une voix basse, comme s'il avait peur de briser le silence qui l'entourait. « Et je suis un acteur oublié. J'ai joué des rôles, des vies que l'on n'a jamais connues. Je suis celui dont personne ne se souvient. Je suis celui qui n'a pas laissé de traces. » Il fit quelques pas en avant, ses mains tremblantes cherchant à trouver une forme dans l'air, comme s'il essayait de toucher quelque chose qu'il ne pouvait saisir. Je me suis perdu dans les rôles que j'ai joués. Je suis devenu ces personnages, des vies qui n'ont pas existé, mais aujourd'hui, je ne sais plus qui je suis. Est-ce moi que j'ai incarné, ou suis-je celui qui a été oublié? Henri s'arrêta un instant, se passant une main sur le visage, l'air accablé. Quand j'étais jeune, j'avais l'ambition de devenir quelqu'un, un acteur qui aurait marqué les esprits, qui aurait laissé son nom dans les livres, dans les mémoires. Mais voilà, je n'ai laissé que des traces fugaces, des personnages que personne ne se souvient avoir vus, des rôles que personne ne se rappelle avoir regardés. Il s'assit sur la chaise vide au centre de la scène, comme s'il cherchait à comprendre la place qu'il avait occupée dans le monde, ou plutôt, celle qu'il n'avait jamais occupée. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Le vide qui m'entoure, l'oubli qui m'enveloppe. J'ai joué pour des publics qui sont partis, pour des rôles qui ne resteront que dans les coulisses, dans les tiroirs poussiéreux des archives. Je suis celui qui a traversé l'histoire sans la marquer. Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait à se souvenir, à retrouver une part de lui-même dans un passé qui semblait lui échapper. On m'a dit qu'un jour, j'aurais laissé une empreinte, qu'un jour, on se souviendrait de moi. Mais personne ne se souvient. Personne ne se souvient des petites victoires, des petits rôles. Tout est effacé, tout est oublié. Et à la fin, il ne reste que moi, ici, dans cette pièce vide. Une profonde solitude s'installait dans l'air, mais aussi un étrange sentiment de paix, comme si Henri avait fait la paix avec son oubli. Peut-être que c'est ça, le vrai rôle que j'ai joué. L'oubli. Peut-être que mon rôle était de disparaître, de ne jamais être ce que j'ai cru être. Et c'est dans ce vide, dans cette absence, que je trouve enfin un sens. Pas celui que j'avais imaginé, mais celui qui est véritablement mien. Il se leva lentement, regardant autour de lui avec un léger sourire mélancolique. Je suis l'acteur oublié, mais peut-être que c'est dans l'oubli que l'on trouve notre véritable liberté. Dans cette pièce vide où plus rien n'a de valeur, je peux enfin être ce que je suis. Pas un souvenir, pas une image, mais un être vivant, ici, maintenant. Le rideau tomba lentement, mais l'écho de ses paroles resta suspendu dans l'air. Henri, l'acteur oublié, avait trouvé la vérité dans l'oubli. Une vérité qui échappait à ceux qui cherchaient à être vus, à laisser une trace dans le monde. Il avait compris que parfois, être oublié, être effacé, n'est pas un fardeau, mais une forme de liberté. La scène s'ouvrit lentement, baignée d'une lumière chaude, presque dorée. Un vieux salon, démodé, aux meubles anciens, mais soigneusement entretenus. Des rideaux en velours lourd étaient tirés, laissant filtrer une lumière tamisée, et des objets disparates étaient éparpillés autour, comme des vestiges d'un autre temps. Une horloge ancienne, suspendue au mur, émettait un léger tic-tac, un bruit régulier, mais qui, en ce moment, semblait peser lourdement sur l'atmosphère. Au centre de la scène, une femme d'âge mûr entra, ses cheveux grisonnants soigneusement attachés. Elle se tenait droite, son regard ancré sur un point invisible dans l'espace devant elle. Sa posture était rigide, mais il y avait quelque chose de profondément calme dans sa présence
comme si elle avait appris à accepter son rôle dans la grande mécanique du monde. « Je suis Camille », dit-elle d'une voix douce, mais ferme. « J'ai traversé le temps, mais le temps n'a pas eu le pouvoir sur moi. J'ai vécu des vies, j'ai traversé des époques, mais je suis toujours la même. Je suis ici, dans ce salon, et pourtant, je me sens ailleurs, dans un autre moment, dans une autre existence. » Elle s'assit sur un fauteuil en velours, observant un portrait qui pendait au mur. Un regard lourd de souvenirs s'y posa, mais ce regard n'était pas nostalgique. Non, il était détaché, presque analytique, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps. « Le temps est une illusion, » dit-elle, se parlant à elle-même. « Il semble passer, il semble nous emporter, mais en réalité, tout reste figé. Nous avançons, oui, mais nous tournons en rond. Nous vieillissons, mais sommes-nous vraiment différents? À chaque époque que je traverse, je vois les mêmes erreurs, les mêmes rêves brisés. Le temps ne nous change pas, il nous piège dans un cycle sans fin. » Elle se leva brusquement, comme prise d'une idée soudaine. Les gens vivent, ils se battent, ils aiment, mais au bout du compte, qu'est-ce qui reste? Des souvenirs? Des regrets? Ou rien du tout? Les générations passent, mais les illusions du temps persistent. Nous croyons que le temps nous permet de grandir, de nous améliorer, mais en réalité, il nous enchaîne. Nous vivons dans l'illusion d'un progrès inexorable, mais nous sommes prisonniers du même décor, des mêmes erreurs. Un silence lourd s'installa et la lumière sur scène changea lentement, devenant plus froide, plus pâle. Le décor autour d'elle se déformait subtilement, comme si le temps lui-même réagissait à ses paroles. Camille regarda à nouveau l'horloge qui était sur le mur. Le tic-tac semblait se faire plus fort, plus insistant. « Ce n'est pas le temps qui passe, » continua-t-elle, « c'est nous qui nous laissons entraîner par lui. » Chaque minute, chaque seconde est une occasion de faire quelque chose de différent, mais nous choisissons de suivre le flux. Nous croyons que demain sera différent, mais demain est déjà le passé d'aujourd'hui. Nous vivons dans l'illusion du futur, dans l'attente constante d'un changement qui n'arrive jamais. Le présent disparaît sous le poids du passé, et l'avenir, lui, ne fait que repousser ce que nous devrions faire aujourd'hui. Elle se tourna lentement, comme si elle venait de faire une découverte. Nous avons cette illusion que tout peut être réécrit, que nous pouvons réparer nos erreurs. Mais qu'est-ce que la réparation, si ce n'est une tentative désespérée de fuir ce que nous sommes réellement? Nous essayons de refaire le passé, de reconstruire un avenir, mais au fond, nous ne faisons que reproduire les mêmes cycles. Camille s'arrêta, et pour la première fois, un léger sourire effleura ses lèvres. Alors pourquoi continuer à se battre contre cela? Pourquoi lutter contre l'illusion? Peut-être qu'au lieu de chercher à fuir, il est temps d'accepter ce que nous sommes, ce que le temps a fait de nous. Peut-être que la seule vraie liberté réside dans l'acceptation de cette réalité. Elle se tourna vers le public, son regard pénétrant, comme si elle cherchait à lire en chacun de nous la même vérité. Nous sommes tous pris dans ce piège, ce cycle. Nous essayons de saisir le temps, de le contrôler, mais c'est lui qui nous contrôle. Et peut-être, juste peut-être, la seule façon d'être libre, c'est d'accepter que nous sommes toujours là, dans ce moment, dans cet instant, et que le temps n'est rien d'autre qu'un leurre. Le rideau tomba lentement, mais la salle demeura plongée dans un silence profond. Camille avait laissé derrière elle une pensée qui, bien qu'énigmatique, résonnait profondément en chacun de nous. L'illusion du temps, sa prétendue puissance, semblait s'effondrer sous le poids de ses paroles, laissant place à une vérité nouvelle et dérangeante. Les lumières s'éteignirent, progressivement,
plongeant la salle dans une obscurité profonde, presque oppressante. Un silence lourd envahit l'espace, comme si tout l'univers retenait son souffle. Puis, lentement, une lueur douce perça l'obscurité, éclairant une scène étrange, suspendue entre deux mondes. Un sol en marbre luisait faiblement et autour de lui, des portraits déformés étaient accrochés au mur. Chaque image semblait représenter une scène figée dans le temps, une histoire inachevée, un fragment d'une vie. Au centre de la scène, un homme se tenait debout, immobile. Il était vêtu d'un costume noir impeccable, mais son visage semblait marqué par des années de lutte intérieure. Ses yeux, fixés dans l'obscurité, brillaient d'une lueur intense, à la fois déterminée et perdue. Il avait l'air d'un acteur attendant son dernier acte, celui où tout se jouerait, où toutes les pièces s'assembleraient enfin. « Je suis le dernier à entrer sur scène », dit-il d'une voix calme, presque mélancolique. Le dernier à jouer le rôle que tout le monde attendait. Le dernier à porter le poids des choix, des actions, des mots. Le dernier à porter le fardeau d'une histoire qui n'a jamais été complète. Il marqua une pause, se tournant lentement vers les portraits accrochés au mur. Tout au long de ma vie, j'ai joué des rôles. J'ai été ce que les autres attendaient de moi, ce que la société m'a demandé d'être. Un héros, un homme de bien, un ami, un père. Mais au fond, chaque rôle n'était qu'un masque. Un masque que je portais pour cacher ce que je suis réellement. Il se tourna vers le public, son regard perçant comme si chaque spectateur était une partie de lui-même. Il est facile de jouer un rôle. Tout le monde sait comment faire semblant, comment être ce que les autres attendent. Mais à un moment donné, la vérité nous rattrape. À un moment donné, nous réalisons que ce que nous avons joué n'était jamais réel, que ces vies, ces histoires ne sont que des illusions. L'homme fit quelques pas vers l'avant, s'arrêtant juste au bord de la scène. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Si tout est une illusion, si tout ce que j'ai fait n'a servi qu'à remplir un vide, alors pourquoi continuer? Pourquoi jouer encore ce dernier acte, celui où je sais déjà ce qui va se passer? Une lumière plus forte se concentra sur lui, comme une révélation, une prise de conscience. « Je vais vous dire une chose, » dit-il, son ton plus ferme, plus assuré. Le dernier acte, celui que nous jouons tous, n'est pas celui de l'illusion, c'est celui de la vérité. C'est le moment où nous cessons de jouer à être ce que les autres veulent que nous soyons. C'est le moment où nous devons être authentiques, être nous-mêmes, malgré la peur, malgré les conséquences. Il se tourna à nouveau vers les portraits, cette fois d'un air plus calme, presque apaisé. Ce que j'ai appris au fil de ma vie, c'est que la véritable liberté ne vient pas du rôle que l'on joue. Elle vient du moment où l'on cesse de jouer. Elle vient du moment où l'on accepte qui nous sommes réellement, avec nos défauts, nos faiblesses, nos contradictions. C'est à ce moment-là que nous pouvons enfin être libres, non pas d'une liberté extérieure, mais d'une liberté intérieure. Le rideau commença à se baisser lentement, mais avant qu'il ne se ferme complètement, l'homme s'arrêta, jetant un dernier regard vers le public. Le dernier acte n'est pas celui que l'on attend de nous, c'est celui que nous choisissons. Et il est temps de choisir. Le rideau tomba, mais la salle resta silencieuse, comme si chaque spectateur était encore suspendu dans les derniers mots de l'acteur. Le dernier acte, celui de la vérité, de l'authenticité, de la liberté. Il semblait qu'aujourd'hui, nous ne jouions plus un rôle. Nous vivions. Et pour la première fois, peut-être, nous commencions à comprendre ce que cela signifiait vraiment.